Bonjour, je suis Nicolas Turpin, je suis le fondateur d'une agence de communication événementielle qui s'appelle EcoEvents, une agence que j'ai créée en 2007, il y a donc maintenant 13 ans et ça fait environ 25 ans que je travaille dans le monde de l'événementiel, à la fois chez l'annonceur et puis après dans des grands groupes de communication et après en tant qu'entrepreneur. Bonjour, je suis Xavier Parenteau, je co-dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Eri Conseil. Nous travaillons sur les enjeux de l'événementiel et de l'éco-responsabilité depuis 2015. Entreprise de l'économie sociale et solidaire, nous intervenons aussi bien sur le terrain du sport que sur le terrain des métiers de la culture, de la musique et des événements professionnels. Cela fait une vingtaine d'années aussi que je travaille dans l'événementiel, avec une très grosse partie de ma carrière au Stade de France. Non, ce qui a déclenché mon expertise, plus particulièrement, c'est, on va dire, c'est autour de la Coupe du Monde de rugby en 2007, où un certain nombre d'acteurs nous posaient des questions. Nous, on avait appris à compter les sous, on comptait très bien les euros d'ailleurs, nous, gestionnaires du Stade de France. Mais quand l'État nous demandait, ou quand la ville nous demandait, ou quand la Coupe du Monde nous demandait « Ok, les euros, ça va, mais c'est comment vous gagnez votre argent ?» qui nous intéresse. En gros, qu'est-ce que vous avez comme déchets, qu'est-ce que vous rejetez comme CO2, qu'est-ce que vous dépensez comme énergie, et puis le handicap c'est quoi pour vous, et puis vous apportez quoi comme emploi dans le 93. Mon DG m'a regardé droit dans les yeux, il avait un peu le vertige et il a dit c'est pas possible de piloter un objet comme le Stade de France et de ne pas savoir répondre à ces questions-là. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, donc depuis 2007, je me suis expertisé sur ces sujets-là de RSE et de développement durable dans la filière événement. Moi, j'ai même certainement une prise de conscience un petit peu plus tardive que Xavier. J'ai néanmoins un révélateur qui était en 98 pour la Coupe du Monde de foot en France, lors d'un gros événement où on a eu beaucoup de no-show pour une raison que j'ai oubliée. Enfin bref, en tout cas, on s'est retrouvés sur le lieu de la soirée qui était porte de Versailles avec une quantité de nourriture qu'on a retrouvée dans l'ébène du fait donc, des no-shows et ça m'a particulièrement choqué. Donc je pense que pour moi, ça a été vraiment un peu une bascule. Maintenant, c'était en 98 et clairement, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre dans mon métier. C'est un petit truc que j'ai laissé dans un coin de ma tête et que j'ai laissé germer au fur et à mesure. Ça correspond, d'ailleurs je disais Coupe du Monde de rugby 2007, ça correspond à une prise de conscience un peu générale sur ces sujets-là à l'échelle France, stratégie nationale de développement durable, déclinaison dans le secteur sport et du coup un certain nombre d'acteurs de l'événement, enfin les pionniers, ceux qui regardaient un peu loin devant, commençaient à sentir le truc, dit c'est pas possible de... Et sur la Coupe du Monde où il y avait eu le bilan carbone qui avait été demandé, c'est ce qui a déclenché en tout cas le truc et la prise de conscience. Et c'est sur cet événement, par exemple, qu'on se rend compte que 95-98% des émissions de CO2 sont liées au déplacement du public qui vient des quatre coins du monde, d'autant plus sur une coupe de rugby parce que voilà, c'est un sport qui est un peu, enfin voilà, avec des distances qui sont très loin, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, qu'on trouve moins au football. Ouais, un peu le Brésil. La prise de conscience, on vient de l'évoquer avec Nicolas. La prise de conscience, elle est, à mon avis, très graduelle et elle a commencé il y a un certain temps, chez un certain nombre d'acteurs. Alors si on reste dans le secteur de l'événementiel professionnel, il y a des agences pionnières, il y a des personnes pionnières qui ont mis ça dans un coin de leur tête et qui se sont dit on ne peut plus vivre la gabegie, le gaspillage, on ne peut plus ne plus se poser de questions en fabriquant de l'événement. Donc ça, c'est les années, on disait, 2007-2010, il y a eu un certain nombre d'acteurs qui se sont positionnés, mais de manière relativement confidentielle. Et en revanche, la question est-ce que les agences sont engagées aujourd'hui? Savoir si leur engagement produit des effets bénéfiques aujourd'hui, c'est difficile d'y répondre, mais en tout cas l'engagement est très récent, le secteur dans son ensemble, via les syndicats professionnels. On peut dire que ça fait 3-4 ans que le monde de l'événement professionnel adresse de manière plus sérieuse le sujet, la ligne, c'est-à-dire dit à l'ensemble des agences qu'il faut faire quelque chose. Et pourquoi? Quand on est pionnier, c'est parce qu'on regarde le monde et on a envie de travailler dans un monde en cohérence. Et quand on réagit comme ça, c'est souvent qu'on regarde le marché. Et là, c'est plutôt la pression cliente, c'est la pression commerciale qui commence à être de plus en plus forte. Et la pression sociétale aussi, si on fait des événements grand public, ça joue. Et là, du coup, les agences
on leur pose des questions, les donneurs d'ordre leur posent des questions, les utilisateurs, etc., leur posent des questions, et elles ont du mal, quand on répondait dans les années 90-2000, assez facilement avec des effets j'allais dire de marketing. Aujourd'hui, on doit apporter des preuves dans le discours. Et pour fabriquer de la preuve, il faut s'engager dans une démarche de management responsable, parce que c'est un nom pompeux, mais c'est ni plus ni moins se poser les bonnes questions et mesurer tout ce qu'on fait, et puis avoir envie de progresser. Et ça, c'est plutôt récent, et je crois que les clients sont aussi co-responsables de cette mutation, parce que finalement la société bouge, et que les entreprises classiques qui ont besoin des agences d'événements pour communiquer ont leurs propres enjeux. Hier, elles ne se posaient pas trop les questions sur la façon dont elles communiquaient en hors médias. En médias, télé, tout ça, il y avait déjà des systèmes de contrôle. Maintenant, l'événement est clairement un objet de communication, et donc il doit être cohérent avec les enjeux de l'annonceur. Les annonceurs sont de plus en plus engagés, donc les agences qui répondent aux annonceurs aussi. Enfin, moi, c'est mon explication. Je ne sais pas si tu partages. Oui, je suis globalement d'accord. Après, il y a un effet sociétal, clairement. Enfin, moi, je considère que sur les métiers de l'événement, au sens large même, la communication, on est quand même un peu des éponges de tout ce qui peut se passer autour de nous. Donc automatiquement, quand il y a des sujets sur le changement climatique, sur lesquels on en parle depuis des années, sur des problèmes, sur des engagements sociaux, etc., peu importe qu'on soit une agence engagée ou pas une agence engagée, de toute façon, on est des éponges et on est poreux par rapport à tout ce qui se passe dans la société. Donc, automatiquement, dans les patrons d'agence, il y a une prise en compte du sujet, qui est plus ou moins opportuniste, sans aucun doute, qui est plus ou moins sincère, sans aucun doute aussi, mais c'est un mouvement, clairement, c'est un mouvement de fond. Et j'ai peut-être une autre explication qui me vient comme ça, en réfléchissant par ce que j'appellerais une des maîtresses de l'événementiel, qui sont les assemblées générales de grands groupes, en fait. C'est quand même des sujets très touchy dans une entreprise. Ce sont des événements très pointus, très précis. Les agences, là-dessus, elles le savent. Une convention de direction générale ou une assemblée générale, ça rend compte. Et les entreprises cotées en bourse depuis maintenant... pareil, les années entre 2005 et 2010 doivent rendre compte d'autre chose que leurs euros. Et donc, elles doivent expliquer ce qu'elles font, ce qu'elles apportent de bien pour la société, ou là, elles ont peut-être des impacts un peu plus néfastes, et comment elles font pour que ce soit moins néfaste, etc. Et là, très vite, on s'est rendu compte que prendre la parole là-dessus, il fallait que l'ensemble de l'écrin de prise de parole soit cohérent. Et donc, très vite aussi, il y a eu ce besoin de mettre en cohérence l'événement qui portait la parole, extra-financière en l'occurrence. Donc, je reviens sur les thèmes, mais environnement, social, sociétal, développement dans les pays, etc. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire un événement clinquant et envoyant des messages contraires aux messages portés, quoi. En gros, je pense que ça a dû jouer parce que les assemblées générales ont été les premiers à commencer à diffuser ce type d'informations. Donc ça veut dire que le législateur, il a aussi une partie super importante sur le fait de pouvoir d'imposer des choses, et ça au niveau du territoire, enfin au niveau d'une commune, au niveau d'un territoire ou au niveau d'un État, voire au niveau européen ou mondial. Ce qui est remarquable, c'est que là, les syndicats professionnels s'en sont emparés. C'est-à-dire que le monde des agences est protéiforme. Il y a des petites, des grosses, les métiers sont très divers et variés. Et le fait qu'il y ait des syndicats, il y en a plusieurs, l'événement, Unimev, qui commencent à aligner depuis un certain nombre de mois ces sujets-là, ça embarque un peu tout le monde. Et le fait d'embarquer tout le monde, ça aligne sur le désir d'engagement d'un côté, puis aussi parfois l'obligation d'y aller et d'y réfléchir. Et donc là, c'est ce qu'on ressent en tout cas ces derniers mois, c'est plus du volontariat individuel, ça devient maintenant un effet de collectif, quoi. Nous, on travaille sur le management, c'est-à-dire qu'en fait, pour produire un événement qui au final aura pris en compte tout un tas de sujets, le gaspillage, les impacts environnementaux, avec qui je travaille, qu'est-ce que j'apporte au territoire, à quoi je sers et tout ça, il faut avoir tout un système derrière qui soit organisé et fléché dans ce sens-là. Autrement dit, les agences sont des entreprises qui ont des stratégies de développement, qui ont des stratégies de ressources humaines, qui ont des stratégies d'achat. Et une agence ne peut pas sortir par accident un événement responsable. En fait, une agence produit des événements avec de plus en plus de responsabilités, et dans le temps, elle va grandir. Et nous, notre métier, c'est justement d'essayer de faire en sorte que les acteurs réfléchissent à leur raison d'être, en fait, espèce de ce qu'on appelle les entreprises à mission aujourd'hui, mais quand on parle de stratégie RSE, on parle de ça,
qui je suis, où je vais, sous l'angle environnement, sous l'angle sociétal, et comment ça se traduit dans ma façon d'éco-designer un événement, de penser le concept, d'acheter, de travailler avec mes fournisseurs, d'embaucher, que ce soit mes salariés ou les intermittents, etc. Et donc ça c'est du management en fait. Et on n'y pense pas la veille de l'événement, on y pense tous les jours. C'est-à-dire que c'est un peu la parabole du feu d'artifice. Une boîte de feu d'artifice, elle ne se pose pas la question si elle nettoie après son feu une fois parce qu'on lui a demandé. Si elle veut survivre et si elle veut durer dans le temps, alors, une fois qu'elle l'aura fait une fois, elle le fera systématiquement. Et voilà, elle aura intégré dans ses processus ce sujet-là. Et nous, notre métier, c'est d'aider les entreprises à éco-conduire. En fait, on se positionne un peu comme une auto-école. On aide les différents acteurs de l'événementiel à comprendre ces enjeux-là, qui ne sont pas les enjeux de naissance de l'événementiel, hein, c'est clair. Faire un spectacle, ce n'est pas réfléchir à des enjeux d'éco-responsabilité. Mais là, justement, tout l'enjeu, c'est de faire que je fais un spectacle et mes enjeux d'éco-responsabilité sont complètement intégrés dans ma réflexion, au même titre que les règles sur les établissements recevant du public ou que le droit social ou que tout un tas d'autres textes cadres ou en tout cas cadres de travail sont intégrés légitimement. Aujourd'hui, on ne construit pas une scène sans un accès handicapé. C'est une question qu'on ne se pose plus. On se l'a posée hier. Aujourd'hui, si on se pose encore quelques questions autour de l'éco-responsabilité, demain, on ne se les posera plus parce que ce sera intégré dans la façon de piloter les entreprises. Nous, quand on produit des événements éco-responsables, on est là pour nourrir les engagements RSE de nos clients. Donc un client A n'aura pas les mêmes engagements en termes de développement durable de RSE qu'un client B. Et vu que là, nous, on est quand même là pour... on est une agence de communication, certes événementielle, mais on est là pour nourrir leurs enjeux et donner la cohérence que nécessite leur plan de communication. Donc en fonction de ça, on va pouvoir appuyer sur tel ou tel sujet. Nous, au fil du temps, on a développé effectivement en contact, hein, tout ça c'est ce qu'on a appris en marchant, parce qu'il n'existe pas de... Même la norme ISO 20121 ne régit pas, hein, c'est la norme ISO 20121, on a des exigences, mais en fait le niveau d'exigence il est défini par chacun. J'allais dire, si tu me permets. Je t'en prie. 221 c'est un outil. Si on veut faire une autre parabole un peu douteuse, moi j'aime bien les paraboles douteuses, en l'occurrence c'est un tournevis on va dire, ou c'est une scie, mais ça ne fabrique pas le meuble, en fait ça ne dessine pas le meuble du tout, quoi. Avec un tournevis on peut faire une horreur, hein. Donc le sujet c'est de savoir si on utilise bien ou pas cet outil, donc effectivement c'est pas l'alpha et l'oméga pour être éco-responsable, c'est vraiment un outil qui permet de se poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est vraiment pas non plus, c'est pas une finalité, c'est sûr que ça peut être une réassurance en tout cas dans la façon de travailler et une réassurance par rapport à nos clients, mais si je continue dans les paraboles, la norme ISO 20121 pourrait dire vous avez l'obligation d'utiliser un tournevis et une scie, mais en fait, il ne dit pas si c'est un tournevis plat, cruciforme, et si la scie c'est une scie à métaux, une scie à bois. Après, et puis pourquoi faire? Et surtout, voilà, pourquoi faire? Donc après, c'est dans son propre système de management qu'on applique à sa propre structure qu'on décide en fait un peu des règles du jeu. Pour revenir sur votre question sur l'éco-responsabilité, donc nous, au fil du temps, on s'est frictionné avec des cas qui nous arrivaient de plus en plus souvent, des directions de la RSE de nos clients. Et grosso modo, aujourd'hui, nous, on a défini en tout cas 5 grands thèmes sur lesquels on vient agir et qui vont justement remplir et atteindre les enjeux de RSE de nos clients. Le premier, c'est la lutte contre le changement climatique. Là, c'est sûr que c'est un sujet qu'on retrouve, c'est le sujet numéro 1 et qu'on retrouve régulièrement. Le 2, c'est pas d'ordre après, hein, par la suite, mais ensuite, on traite souvent aussi sur des aspects de préservation des ressources naturelles et le grand sujet en ce moment, notamment avec la biodiversité. On est également sur le développement de l'économie circulaire et de l'éco-conception. On va aussi, un 4e point, on est sur le soutien à l'inclusion et aux solidarités au sens large. Et puis le développement également sur l'ensemble des ressources naturelles. Voilà. Donc ça, c'est les sujets sur lesquels, en tout cas, on travaille régulièrement. Et une fois de plus, il n'y a pas une solution, il n'y a pas la réponse.
à savoir comment on fait de l'événement éco-responsable. On va s'adapter aux enjeux de nos clients, on va s'adapter à la typologie de tel ou tel événement, les messages qu'on veut porter et ce qu'on doit délivrer en tout cas comme événement éco-responsable. L'un des gros sujets qu'on retrouve très souvent, c'est quand même le carbone. Et c'est vrai que le carbone, il est plus facile. Alors je ne dis pas qu'il est plus facile à traiter, mais en tout cas il est plus facile à vendre, il est plus facile à expliquer, puisqu'en moment c'est quand même quelque chose d'assez concret. Enfin assez concret, on parle de dioxyde de carbone. Donc ça veut dire qu'on sait qu'on va travailler sur le plan transport, on sait qu'on va travailler sur les écomatériaux. Voilà. Le stand, par exemple, est un bon exemple, hein, puisqu'à un moment, c'est assez concret. Je dois déplacer, comment j'optimise mon déplacement dans mon camion d'un point A à un point B, de chez mon menuisier pour aller sur l'espace d'exposition. Donc comment je rationalise le transport, j'optimise le plan de chargement du camion, quand j'éco-conçois, comment je peux imbriquer des choses à l'intérieur pour éviter de transporter. Quand on va à Porte de Versailles et qu'on voit les camions qui sont ouverts, en fait, on se rend compte que et souvent on transporte, c'est des semi-remorques et on transporte du vide, quoi, parce que tout est empilé, en fait c'est que du creux. Donc il suffit, sur des exemples très simples, mais je ne sais pas, un exemple tout bête, mais sur une banque d'accueil par exemple, si quand on va fabriquer une banque d'accueil, si notre designer, notre éco-designer la dessine d'1 mètre, et puis si on se dit « Ah bah tiens, si elle faisait 1,10 m, on pourrait ranger des choses à l'intérieur, des tabourets, des choses comme ça », faire une banque d'accueil qui fait 1 mètre ou 1,10 m, ça ne change strictement rien au design du stand, mais en revanche, on peut y ranger des choses et ça n'a même pas d'impact, les 10 cm de bois en plus, n'a même pas d'impact financier. Donc oui, le stand enfin, globalement, le carbone est plus facile à vendre et plus facile à expliquer. Le stand également, parce qu'on parle de ces enjeux de carbone, mais d'éco-matériaux, qu'à un moment on touche le bois qui est issu de forêts durablement gérées, de moquettes ou qu'on n'utilise pas ou d'autres choses, des matériaux qu'on peut recycler et recyclables. Donc ça, c'est vrai que c'est plus simple. Après, ce qui est un petit peu plus difficile, parce que plus difficile à mettre en œuvre, et j'en parlais tout à l'heure, clairement en 2007, moi j'étais plus sur une dimension, quand j'ai créé la boîte, plus sur une dimension en tout cas environnementale. D'ailleurs, on parlait plus d'éco-conception et au fur et à mesure des années, on a changé un peu notre wording et on est arrivé sur une notion d'éco-responsabilité. Donc pour moi, en y mettant la dimension sociale. C'est vrai que ça c'est plus difficile parce qu'on touche l'humain et qu'il n'y a pas tout le temps des solutions. Hein. Nous, on fait pas grand-chose. Enfin, certes, on invente, on conçoit, on met de l'huile dans les rouages, on est un peu les chefs d'orchestre, mais si sous nous, il n'y a pas les fournisseurs, les prestataires qui apportent des solutions, en fait, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais ça ne va pas marcher. Donc pendant vraiment pas mal de temps, même s'il y avait un souci, un souhait de rajouter une dimension sociale plus importante sur nos événements, eh bien, malheureusement, on n'avait pas trop de répondants, on n'avait pas très de solutions avec nos prestats et nos fournisseurs sur le sujet. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, il y a une autre maturité. Aujourd'hui, nous, ce qu'on développe et ce qu'on adore faire de plus en plus, c'est que on fait un peu cet intermédiaire, je parle un peu de Robin des Bois, mais bon, sans détrousser, mais le dire que on a des clients qui ont des enjeux de communication, des enjeux de RSE. Nous, on a un vivier d'associations, d'ONG qu'on connaît, qu'on maîtrise très bien. Et en fait, ce qu'on aime bien faire, c'est les faire se rencontrer à l'occasion de l'événement, ce qu'on appelle un peu des collabs, sur lequel, en fait, on va toujours plugger sur nos événements des associations, donc avec souvent un volet quand même, effectivement, social, sociétal, sur lequel des fois on a eu des belles aventures, puisqu'en fait cette mise en relation a permis de développer des partenariats qui sont inscrits dans le temps entre la marque et l'association et qui durent et qui perdurent. Et ça c'est super, et c'est pas uniquement les 2 ou 3 jours de l'événement.